Écoute, une des recherches que tu voulais qu'on discute tranquillement, c'était Hey, c'est sec comme transition. Let's go. Non, mais faut que ça roule, ce podcast. Faut que ça roule. Tu voulais qu'on jase de sans-abri. Tu as des solutions pour nous. Tu voulais une... Non, c'est une joke. J'ai un humour noir ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as lu quelque chose de Bruno Marchand? T'es de mauvaise humeur? Pauvre Bono! Je sais pas si tu vas être encore en poste quand le podcast va sortir. Écoute, mettons de côté le train wreck politique le plus incroyable à regarder. Écoute, pour vrai, entre regarder ça, puis je vais faire moins de commentaires, entre regarder Silvio Berlusconi faire un train wreck, puis regarder Bruno Marchand faire un train wreck, je sais pas lequel des deux je trouve le plus enjoyable. Bon, là, t'as fait des... Tu l'as associé à un fasciste, là. T'es pas fin, là. Ah non, c'est parce que Silvio Berlusconi, il était drôle, alors mon Dieu. Je veux dire, il était pas super comme politicien puis comme personne. Mais quand tu regardes ça de distance, c'est tout un show. Bruno Marchand, c'est comme regarder deux trains se rentrer dedans. Puis tu t'assois sur le bord de la voie ferrée puis tu regardes ça. Ouais, malheureusement, ça se fait avec notre argent, cette affaire-là. Écoute, mon argent est plus là-dedans. Là, parlons des sans-abri avec... Ouais, je sais. Parlons des sans-abri, là, avant que tout le monde pense que l'euthanasie, c'était la vraie solution, là, puis que personne ne comprenne que c'était une joke que je faisais, là. Les vraies solutions par rapport à ça. Ben, premièrement, l'identification du problème, je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'on ne fait pas comme il faut au Québec. Là. Je veux dire, on semble avoir de la misère à expliquer pourquoi il y a encore des sans-abri aujourd'hui. Puis, toi, tu as une piste de solution. Tu dis que carrément, c'est un problème d'abord et avant tout de logement. Ouais, écoute, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs des choses qu'on fait qui empirent la situation. Mais le truc qui est le plus frustrant, c'est l'espèce de tentative qu'il y a toujours de gens d'essayer de faire ce qu'on. Moi, j'appelle ça, fondamentalement, c'est du hand-waving, de prétendre que c'est pas un problème de logement, c'est un problème de santé mentale. C'est pas un problème de logement, c'est un problème de pas assez de ressources ciblées pour des gens qui sont juste purs et accrochables. Donc, c'est tout le temps présenté comme il y a une autre cause structurelle derrière. Puis un des livres que je pense que je vais en faire un Goodreads report. Là, fait que je vais en faire un rapport. Le gars, ce qu'il fait dans le livre, en fait, les deux co-auteurs. Puis je pense, si tu retrouves le lien que j'ai envoyé, tu peux le mettre à l'image pour les gens. Puis j'oublie tout le temps le nom. Là, il est dans ma chambre en haut, là, mais il run à travers, fondamentalement, toutes les différences, toutes les causes proposées, toute la gang. Aucune. Genre, on va prendre tout ce qui colle. Puis, OK, le titre est assez clair. Homelessness is a housing problem. OK? Il ne devrait pas avoir trop de difficultés avec ça. Donc, il regarde est-ce que le taux de homelessness est lié avec la propension de problèmes de maladie mentale? Non. Est-ce que c'est lié avec l'utilisation de drogue? Donc, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas de problème d'autisme ou parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'autistes que quand ils n'ont pas de support, ils se retrouvent dans la rue. Surtout à l'époque, quand on remonte, si on parle de ceux qui ont 40 ans ou 50 ans, par exemple, les difficultés de diagnostic, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui, là. Oui, puis, mais tu sais aussi, des fois, ça peut être aussi des trucs de bipolarité. C'est pas le nom qu'on utilise de nos jours, là, mais tu as beaucoup de gens qui ont ce problème-là, mais la question, c'est, on a aussi beaucoup de gens qui sont sans-abri, et qui sont pas sans-abri puis qui ont des problèmes de maladie mentale, mais qui sont capables de le contrôler. Hey, check, OK, d'accord, c'est peut-être pas ça, peut-être c'est l'utilisation de drogue. Donc, puis il y a peut-être même dans l'utilisation de drogue, ça, par contre, c'est un truc que des économistes soulignent, par exemple, parce que l'argument, c'est que si tu es un consommateur de drogue très avide, de ne pas avoir de logement, ça réduit tes dépenses, donc tu en as plus pour dépenser sur ton addiction. Ouais, donc, puis il y a un modèle qui s'appelle Rational Addiction, dans lequel ça fit, ça pourrait fitter.
Puis on a l'impression au Canada, tu sais, on l'a vu, là, les premiers reportages de la crise du fentanyl touchaient Vancouver. Ensuite, on en a parlé un peu à Toronto. Après ça, c'est venu frapper Ottawa. Et là, au Québec, on commence à parler à Montréal de ce type de gros problèmes-là Ah, ben, dans nos rues. tu vois, en fait, tu es pas mal en train, sans le réaliser, d'arriver À la conclusion du housing est à la base du problème. Parce que fondamentalement, Montréal a été pendant très longtemps une des villes dans lesquelles c'était le plus facile de construire au Canada. Ah ouais? De beaucoup. Oh oui, ça, c'est la chose que je soulignais. Ce qui permettait au Québec de bien performer pendant longtemps, c'était le fait que de toutes les grandes métropoles canadiennes, Montréal était une de celles qui mettait le moins de barrières à la construction. Et là, on parle de quelle année environ? Parce que c'est plus le cas, là, évidemment. Jusqu'à, mettons, 2007-2008, c'était... Ah oui, aussi loin que ça dans le temps, ça a été relativement facile de construire au Québec? Écoute, le Fraser avait fait un indice des réglementations par ville en 2016, mais il prenait, je pense, la période 2002 à 2012. Puis Montréal était un des low regulés, un des moins réglementés. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les autres villes canadiennes d'abord? Parce que, tu sais, on n'a pas l'impression que Montréal, c'est le paradis non plus de la déréglementation. Là. Fait que, moi, ce que ça me dit, c'est que dans certaines villes comme Vancouver, Toronto, on devait réglementer solide aussi. Là. Ah oui, Vancouver, Toronto sont assez radicaux dans la réglementation. Mais tu sais, le problème des sans-abri, c'est vraiment quelque chose que je pense que beaucoup des gens qui sont pour des projets structurants ou des choses comme ça, qui veulent des gros projets d'infrastructure publique, essayent de mettre de côté parce que toutes les mesures généralement qu'ils proposent sont en lien à réduire un peu l'élasticité de l'offre de logement. Et ils ne réalisent pas que le problème, ou peut-être même qu'ils réalisent et qu'ils ne veulent juste pas faire l'admission de ce que je pense est évident, parce que ça leur permet de continuer d'avancer les projets qui sont populaires avec les électeurs. Parce qu'il faut souligner que même si je pense que les réglementations sur la construction, sur le zonage particulièrement, sont très nocifs pour la collectivité, ils ne sont pas nocifs pour ceux qui détiennent des propriétés foncières, donc qui ont des propriétés dans les villes. Si tu es déjà propriétaire, c'est une bonne chose, la réglementation. Exactement. Tu remarques, c'est qui les opposants à toute forme de déréglementation du zonage. En fait, puis on ne dit pas de ne pas avoir de zonage. Hein. Ça fait du sens d'avoir du zonage, de ne pas avoir une usine qui fait des déversements juste à côté. Il y a une justification pour un certain type de zonage, genre réduire des fire hazards ou des choses comme ça. Donc, tu sais, fine. Mais au-delà de ça... Moi, le zonage de SimCity, je le trouvais pas pire. Là. Commercial, industriel, résidentiel. Par contre, parle à n'importe qui a déjà eu à traiter avec le zonage dans une municipalité, c'est pas ça. Là. Le commercial, là, c'est C1, C2, C45, C72, C48. Puis là, il faut que tu aies le bon zonage, tout ça. C'est capoté, là. C'est capoté. Mais je te dirais que je suis même pas fan de la distinction. OK, on reviendra là-dessus, mais je vais faire un point. Puis si on est capable de revenir, on aura du fun. Je ne crois pas que tu devrais faire la distinction entre commercial et résidentiel. Puis je vais te donner un exemple de qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pollution au niveau commercial. Là. Exactement. Tu vas voir de fait que toi, ce serait SimCity encore plus simple. Industriel, résidentiel, / industriel commercial. et autres. Donc, il n'y a pas vraiment... les bâtiments commerciaux, tu les mettrais dans l'industriel? Non. Ça serait vraiment du port des commerciaux dans du résidentiel. Oui, OK. Beaucoup plus, si tu veux. Puis il y a des raisons de sécurité publique aussi là-dedans que les gens oublient qui sont assez importantes. Mais mettons ça de côté. Fait que là, il run dans le livre que je te parlais toutes les affaires. Donc, l'utilisation de drogue, la pauvreté, des conditions naturelles des villes comme le climat. Parce que certaines villes, c'est plus facile d'être sans-abri en Californie que ce l'est, disons, à Chicago. Il n'y a pas d'hiver. Ben, c'est ça. Fait que, peut-être que c'est ça. Là, y a-t-il une migration du sans-abri, tu penses, au niveau d'un pays? Évidemment, on voit difficilement les sans-abri canadiens quitter vers les États-Unis, donc on prend la problématique. Oui, il y en a. L'affaire, c'est que c'est dur à mesurer. C'est dur à mesurer parce qu'on n'a pas... On a généralement des enquêtes sur des head counts par ville qui sont faites, mais on n'a pas toujours il y a une sorte d'incertitude autour du nombre de migrants qui quittent les villes. Fait que le numérateur que tu fais le taux de migration
est assez difficile à mesurer, mais on sait qu'il y en a de la migration. Parce que ça doit être extrêmement difficile aussi ramasser des données avec la problématique des sans-abri. Je veux dire, on parle de gens qui n'ont pas d'adresse, on parle de gens qui sont difficiles à tracker d'une certaine façon. Bien, souvent, ils n'ont pas de papier. Si on pense qu'il y en a peut-être dans le tas qui sont immigrants illégaux en plus, c'est encore plus compliqué. Les immigrants illégaux, il n'y en a pas beaucoup qui sont sans-abri. OK. Tu regardes la composition de la population des sans-abri aux États-Unis, parce qu'il y en a des recensements puis des choses qui ont été faites. Et généralement, ce qu'on réalise, c'est que c'est des US-born. Prédominément des US-born, largement parce que les immigrants illégaux ont toujours l'option de retourner dans leur pays. Surtout que quand tu es un sans-abri, tu vas te retrouver souvent avec des arrestations. Puis quand tu es, même pour un minor arrest, tu peux être découvert comme ayant immigré illégalement. Donc, tu te fais expulser anyways. Donc, il y a un processus qui va faire en sorte que s'il y en a qui le deviennent, ils sont rapidement retournés dans leur pays. Puis, y a-t-il un biais de sélection dans le sens aussi, on s'entend, un immigrant illégal, c'est dépeint comme quelqu'un de vraiment, vraiment méchant dans les médias, mais la réalité, c'est qu'on parle de quelqu'un qui était dans son pays d'origine extrêmement motivé à quitter et qui avait les moyens de quitter également et qui a pris les moyens de quitter. Donc, on parle quand même de gens avec un niveau de motivation assez élevé. Moi, mon feeling, c'est que j'ai l'impression que quand ces gens-là arrivent ici, ils vont être capables de trouver de l'emploi parce qu'ils vont être très vaillants. Puis même, à la limite, vont être des gars qui vont starter, des gars ou des filles qui vont starter des petites business, des small shops pour être capables de survivre un peu de leur côté. Ben, c'est dur de partir une business légalement, là, dans leur cas à eux. Mais souvent, ils vont vendre du stock, peu importe. Là. Souvent, il y en a beaucoup qui vont être des street sellers. Je sais qu'à un moment donné, il y avait, je ne sais pas à quel point c'est vrai ça, mais le New York Post parlait des fois du nombre de carts, donc les vendeurs mobiles sur la rue, qui étaient des immigrants illégaux qui vendaient des hot dogs, fondamentalement, puis qui le faisaient sous le radar, puis honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. J'ai haï ça, ces affaires-là, de réglementer les street vendors. Là. Je trouve ça. C'est comme, oh my God, tu vas manger un hot dog qui est peut-être pas bon, qu'est-ce qui va se passer? À la base, c'est un hot dog. Là. C'est ça, tu sais, je veux dire. Tu devrais jamais manger d'hot dog, surtout si tu verrais la liste d'ingrédients qu'il y a là-dedans. J'adore les hot dogs. En fait, les meilleurs hot dogs au monde, c'est les hot dogs, street hot dogs. Moi, j'aime ça quand ce que je mange est un peu dodgy. Je suis comme, I'm taking a risk. Je suis sûr que je ne mangerais pas des sushis qui sont vendus dans une station-service, parce que c'est ça la joke. Là. Mais, en même temps, je veux dire, as-tu déjà vu les street vendors au Japon, justement, qu'il y a des sushis partout puis tout? C'est impressionnant. Colin, man, n'aie pas me faire croire que c'est un milieu de vie que tu n'as pas le goût d'aller. Je veux dire, c'est extrêmement vivant, ce genre de rue-là. Une rue de food courts, là, je veux dire, mais tu vas voir qu'est-ce que je veux dire par le zonage résidentiel puis commercial qui ne devrait pas être distingué l'un de l'autre plus tard. Mais fait que là, le gars, écoute, pour finir le livre, il fait tout, il run à travers tout. Tout. Puis il n'y a rien des autres explications qui fonctionnent. Mon Messenger ne marche pas, fait que Frank va être obligé de l'ajouter en montage, le livre. OK. Fait que, le livre, pour ceux qui disent, je vais redire le titre, c'est par Craig Colburn puis Clayton Page Aldern. Ça s'appelle Homelessness is a Housing Problem. OK? C'est clair? Tu as la conclusion. Mais eux, ce qu'ils regardent, c'est le coût de construction, les loyers. Ça explique la quasi-totalité de toute la variance qu'il y a entre les États, entre les régions américaines, les villes américaines de sans-abri. C'est le coût du logement. Puis on sait aussi, il n'en parle pas tant que ça dans le livre parce que la partie du livre qui me gosse un peu, c'est qu'il dit, eux, à la fin, c'est plus de social housing. Puis là, je suis comme, oui, techniquement, ça peut être une des solutions sur la table, mais la réalité, c'est que. Mais c'est pas la seule, baptême. Oui, mais on a aussi une bonne littérature sur l'efficacité du social housing, puis dollar pour dollar, ça pointe pas super, surtout quand tu compares relativement à la déréglementation de la construction. Il y a un plus grand impact. Il y a un plus grand impact. Donc, de réduire les coûts de construction, de réduire les coûts, de changer l'offre de logement, de rezoner certaines choses, de réorganiser les terrains, d'avoir toutes ces options-là, a un effet beaucoup plus important. Donc, tu peux dire clairement qu'il y a un lien, que la crise des sans-abri, ce n'est pas toutes les autres excuses qui sont essayées d'être passées.
c'est vraiment uniquement un problème de disponibilité du logement. Il n'y a pas, il y a C'est pas, il y a rien qui colle aussi bien que ça en termes de qu'est-ce qui explique Je quoi. cherche le mot à la mode tout le temps, puis je l'ai oublié pour le podcast, ça me fait un peu chier. Tu sais, quand on a un quartier qui est un peu plus défavorisé, puis on remplace des unités d'habitation. Gentrification. Exactement, la gentrification. Est-ce que c'est identifié comme un problème dans ton livre, la gentrification? Il en parle un peu, il en parle un petit peu en mal, mais en même temps, il réalise que c'est comme un processus qui est normal aux villes, dans le sens que souvent, les quartiers qui se gentrifient, c'est des quartiers qui étaient en déclin, souvent, et que c'est des mouvements de population. Donc, par exemple, tu regarderais à Montréal, le plateau avant, c'était un quartier un peu Relativement dodgy, pauvre, ouais. mais tu as eu des gens qui ont réalisé que ben, la disponibilité du logement dans cette partie-là de la ville était plus basse, quelques personnes se déplacent, la collectivité devient plus intéressante, le quartier commence à avoir plus d'installations, plus d'avantages locaux qui attirent d'autres personnes. Donc, c'est une des choses, des paradoxes qu'on remarque, la gentrification, surtout dans les villes où est-ce que c'est très facile d'ajouter des unités de logement, c'est qu'une fois que la gentrification commence, les gens qui sont dans le quartier initialement ont moins de probabilité de quitter. Parce que, d'accord, oui, le loyer augmente un petit peu, par exemple, parce que tu as des gens qui se déplacent, mais tu as d'autres coûts qui baissent. Donc, par exemple, plus de gens, généralement, veut dire moins de crimes, parce que tu as plus de eyes on the street. Donc, tu as plus de gens qui peuvent observer, ça crée un effet déterrant. Donc, un coût local vient disparaître. Il y a plus de services à proximité, donc tu as moins à te déplacer pour obtenir des services. C'est un autre coût qui diminue. Donc, d'une certaine manière, le revenu réel de la personne euh, soit reste le même ou même augmente parce que d'autres coûts, d'autres parties du coût de la vie diminuent plus que l'extra loyer. C'est sûr qu'on aimerait ça pas en payer plus, mais la réalité, c'est que la gentrification a ces bénéfices-là. Et même quand tu regardes chez les faibles revenus, il y avait un article très connu de Jacob Victor qui regardait chez les faibles revenus, une fois qu'une gentrification commence, est-ce qu'il y a plus de chances que la personne de revenu faible quitte un quartier qui se gentrifie qu'avant? Puis la réponse, c'est que la probabilité diminue qu'il quitte le Moi, quartier. à toutes les fois, j'ai eu des situations où est-ce que des gens m'ont parlé qui étaient forcés de quitter ou qui sentaient qu'ils devaient commencer à être forcés de quitter un endroit. C'était pas des gens pauvres, naturellement, parce que le bilan financier était super intéressant. Le problème, c'était des gens qui avaient des problèmes de liquidité. Et les liquidités provenaient d'où généralement? Provenaient des taxes municipales, plus souvent qu'autrement. Euh, j'ai des exemples en tête de gens qui ont acheté des maisons, par exemple, aux alentours de 300 000 au début des années 2000, dans des quartiers comme Sillery à Québec, qui était un quartier qui était prisé, mais tu sais pas, c'était pas encore ce qui est devenu Sillery aujourd'hui. Fait que tu es dans une position qu'une maison de 300 000, c'est une belle maison, mais c'est une maison tu sais, qui est quand même assez standard, qui est quand même accessible à peu près à tout le monde au début des années 2000. La maison prend de la valeur beaucoup. Là. On parle aujourd'hui de maisons qui valent beaucoup plus que 1,3, 1,4 million de dollars. Là, fait que le bilan financier des gens qui étaient dans cette situation-là, à ce moment-là, il fait beaucoup de sens parce que la valeur de la maison par rapport à l'hypothèque qu'ils ont, c'est démesuré. Ils ont réellement fait un profit qui est intéressant. Mais les taxes municipales, la facture est tellement haute que, puis quand je parle de facture haute, là, on parle de quasiment 25 000 là, pour des maisons de même, des fois même 30 000. Ben, c'est que les gens avec un salaire de classe moyenne, même classe moyenne supérieure, ne peuvent plus se permettre de vivre là. Mais même si tu possèdes la maison, même si tu n'as pas une grosse hypothèque Yep. dessus, même si tu l'as acheté vraiment au début des années 2000, même si théoriquement tu es millionnaire sur papier, il faudrait que tu réhypothèques la maison pour payer les taxes municipales. C'est fou, c'est fucké rare. Ça arrive à une tonne d'agriculteurs également, avec des terres agricoles. Des gens qui s'est arrivé dans le coin de Vancouver. J'ai parlé l'année passée, je pense, à un couple de clients qui, eux, de leur côté, se sont fait expulser, entre guillemets, de Ouais. Ben Vancouver. ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle, en passant, que tu réduis un peu l'offre de logement. Parce que la taxe foncière, un des effets que ça va avoir, c'est que si tu sais l'effet que ça a, en avance, tu es découragé de faire des constructions pour commencer, mais tu es aussi encouragé à faire certains types de constructions. Donc, tu changes la composition
de qu'est-ce qui est offert. C'est-à-dire que si tu es pour construire, mettons, pour chaque dollar de dépense, tu veux vendre une unité tu veux construire une unité que tu es sûr de vendre pour commencer. Construire un bloc à logement. Bon, il y a des villes qui ne taxent pas autant les blocs appartements, mais disons à taxation égale, pour simplifier l'exposition, à taxation égale, un bloc appartement à faible logement qui n'est pas à totale occupation, je m'excuse, mais c'est pas aussi rentable que construire une maison de plusieurs millions de dollars que tu es sûr que quelqu'un de très riche va vouloir acheter. Donc, tu construis plus dans un segment du marché que dans l'autre avec ce type de taxation-là. Donc, il y a un effet un peu pervers qui vient avec ça, qui comme s'empile à tout le reste. Mais la gentrification, là, le processus que tu décris, c'est vraiment pas c'est vraiment zéro un problème. Les gens qui sont contre ça, généralement, ceux qui ont une opposition, c'est qu'ils ne comprennent pas que la gentrification est un problème dans des villes où est-ce que l'offre est super inélastique. Parce que ce qui se passe, c'est que la gentrification, ce que c'est que c'est un choc sur la demande locale dans un endroit très clos, circonspect, en fait, je devrais dire, et cette grosse augmentation-là a pour effet de causer l'augmentation des prix. Mais il n'y a aucune raison pourquoi la construction sur le plateau devrait être plus difficile qu'elle l'est dans Hochelaga, Maisonneuve ou dans Westmount ou dans Sillery ou dans. Mais là, je pense à Québec. Là. Mais si tu réduis l'offre de la capacité de l'offre de logement de s'ajuster, ben c'est sûr que tout ce que tu as, c'est une augmentation de prix. Parce que tu n'as pas d'unité de plus, tout ce qui se passe, c'est un bidding war à 100%. Il n'y a aucune raison que ça se passe de cette manière-là. Et Un peu ce qu'on a vu à Toronto, Vancouver également. Là, je veux dire, les exactement. prix des unités ne font juste plus de sens à bien des places. Hein. Ben, la raison, c'est que ces villes-là, c'est des villes à haute productivité avec beaucoup d'autres services à côté. Mais la restriction de l'offre de logement fait que tous ceux qui gagnent, c'est à toute fin pratique les politiciens qui ont plus d'argent pour dépenser sur les lubies qu'ils veulent parce que la base de taxation a augmenté. Et les propriétaires. Et les propriétaires. Mais les autres personnes qui pourraient bénéficier de l'accès aux villes en ont plus accès. Donc, c'est un peu poche. Mais c'est ça aussi qui alimente la crise des sans-abri, mais aussi l'opposition à la gentrification, à des nouveaux projets, parce que les gens voient que puisque le seul changement qui peut se produire, c'est celui sur la demande, bien, tout changement sur la demande devient un coût additionnel pour ceux qui sont déjà sur place, puis qui sont des locataires, puis qui ne sont pas des propriétaires. C'est pour ça que quand les politiciens essaient de changer la discussion pour dire que ce n'est pas une crise du logement, c'est une crise de d'autres choses, mais c'est des bullshiteux. C'est des bullshiteux parce qu'au final, le politicien dans une agglomération qui a beaucoup de réglementation sur le zonage, il y a deux choses qui se passent. C'est que, un, ses électeurs sont très contents que la valeur des propriétés augmente. Donc, il ne va pas s'opposer à ces électeurs-là, puis il n'y aura aucune raison d'avoir le courage de le faire. Ces coffres sont très contents aussi, parce que exactement. les taxes de bienvenue et les taxes foncières rentrent à tour de bord. Oui, puis non seulement ça, mais ça lui permet d'avoir ces petits lubies, comme, je ne sais pas, un tramway, par exemple. C'est un exemple hypothétique. D'une ville hypothétique, dans une région hypothétique, dans un pays hypothétique dans lequel j'ai hypothétiquement habité dans le passé. Mais au final, les politiciens qui essaient de changer la conversation là-dessus ignorent pas mal, parce que le livre est assez convaincant. Le livre dont fait que le fentanyl n'a pas grand-chose à voir avec la crise des sans-abri dans ta tête. En fait, il y a même une question qui est assez intéressante qui est posée dans le livre, c'est est-ce que c'est la crise des sans-abri qui alimente une partie de la consommation d'opioïdes? Ben, moi, mon instinct irait vers là. Personnellement, là, j'ai toujours vu la consommation de drogue dure comme un symptôme d'une problématique que la cause d'une problématique, honnêtement. Oui. Puis non seulement ça, mais même, puis ça, c'est une opinion qui ne va pas me valoir beaucoup d'amis, mais même la partie des maladies mentales, je ne crois pas que les maladies mentales, c'est comme je ne pense pas que c'est un handicap de cette manière-là. Parce que quand tu regardes le comportement des gens qui ont des déficiences ou qui ont des maladies, ça ne veut pas dire qu'ils ne répondent pas aux incitations. C'est plus difficile pour eux de répondre, mais la réalité, c'est qu'ils ont une capacité de contrôle qui est plus difficile. Right? Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Mais dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que s'ils ont une capacité de contrôle, une des choses que tu peux faire, c'est les aider directement, leur donner des ressources pour faciliter le contrôle. Mais l'autre aussi, c'est que tu peux réduire le coût de faire les autres décisions qui sont à leur avantage. Il y a beaucoup, quand tu regardes souvent
En fait, quand tu regardes un des types de charité qui existait, par exemple, pour les autistes, les Aspergers, les gens qui ont des déficiences de, de, de soit intellectuelles, soit d'incapacité de relations sociales, ce qui limite leur job. Souvent, ce qui se passait, c'est que tu vois que dans les villes, par exemple, à faible réglementation, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des logements, ils ont des petits jobs. Puis ce qui se passe après, c'est qu'il y a des œuvres de charité qui les supportent, qui viennent les aider, qui leur donnent des appuis. Donc, tu vois qu'il y a comme une sorte d'agencement avec le reste de la communauté, ce qui suggère qu'ils sont capables de le faire avec certaines ressources, mais aussi si c'est pas impossible de se trouver un logement. Y a-t-il des Donc, villes dans le monde à faible réglementation encore qui existent? Parce qu'on voit le trend. Tu me dis que Montréal, t'es quand même pas si pire, moi, je mais te le dirais, trend depuis 2007 est quand même assez dégueulasse. Puis même depuis 2 ans, je trouve, c'est incroyable. Tu sais, ce qu'on propose, là, d'aller taxer les locaux vacants, tout ça, tu dis, man, vous faites juste empirer le problème. Vous allez ben écoute, juste empirer le problème. présentement, tu regardes les endroits qui ont de la croissance démographique aux États-Unis, genre des villes du nord du Texas, de l'ouest du Texas, des villes du Midwest, des villes dans des États euh, que tu t'attendais pas, qui étaient particulièrement intéressantes, mais ils ont une grosse croissance. Le Texas, c'est mon exemple préféré. Puis probablement, en fait, celui qui parle le plus quand je te disais tantôt, il n'y a aucune raison de différencier le résidentiel du commercial. C'est que des fois, tu vas trouver dans un quartier résidentiel, purement résidentiel à Dallas, tu avances, puis tu vas trouver dans le quartier résidentiel un ancien bloc de maison qui a été converti en des petits commerces locaux avec 5 ou 6 stationnements. Parce qu'une des choses qui se passe quand tu déréglementes beaucoup comme ça, c'est que tu peux aussi laisser les gens contrôler la quantité de stationnement qu'ils veulent. Donc, de ne pas faire des minimums. Ça, c'est un des coûts, les gens ne savent pas, mais ça, c'est probablement le plus coûteux. C'est les réglementations sur le nombre d'espaces de stationnement qu'il faut que tu ailles. C'est Puis ça la qui règle, tue beaucoup tout, ben là. oui, parce que ce qui se passe, c'est que la règle, souvent, c'est la règle la plus débile, c'est que tu dois avoir autant de places de stationnement que ta journée la plus achalandée de l'année. Ce qui est généralement genre Non, mais Boxing attends un Day. peu, là, il n'y a rien d'écologique là-dedans, là. Y Il n'y a a-tu rien vraiment de la d'écologique. réglementation comme ça au Québec présentement? Oui, oui. Il y a des réglementations sur le nombre de places de stationnement qu'il faut que tu ailles. Mais quand dans ces petits quartiers-là, ce qui se passe, c'est que tu as des maisons qui sont converties en mini-commerce. Souvent, ce qui se passe, c'est que le propriétaire. Non, c'est pas ça, mais tu vas avoir là, il va y avoir un urbaniste qui va sortir. Hey, tu sais pas de quoi tu parles. Puis il va y avoir plein de chars qui vont être stationnés dans la rue. Oui, mais les clients aussi, ils n'aiment pas ça, avoir à se stationner 7 blocs plus loin pour aller dans un commerce. Fait que généralement, le commerçant qui n'est pas capable d'acheter la Il va quantité changer de place. ben, le client va changer de place ou bien lui va déménager. Fait que ce Mmh. que tu vois, c'est que tu as des petits commerces locaux qui sont ciblés sur, par exemple, le local, ou même ce qui se passe, c'est que tu vas avoir, puis c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, mais tu avais ça dans le temps. Puis toi, en fait, je suis sûr dans ton coin, il y avait sûrement un dépanneur, parce que dans les régions, En tu fait, dans les avais un villages, dépanneur dans lequel tu avais un gars qui vivait en haut de son oui, commerce. Puis dans ces affaires-là, ce qui se passe, c'est qu'un commerce, une des vertus d'un commerce, c'est que tu as toujours quelqu'un à shop. Puis quelqu'un à shop, ça veut dire quelqu'un qui peut voir les surveillance, activités. sécurité. Exactement. Tu as du low-cost policing qui se fait. Ça fait un effet de déterrent. C'est eyes on the street. De laisser du commercial se mélanger à du résidentiel, il n'y a pas vraiment d'opposition à faire ça. Puis en fait, quand on regarde les villes au Texas que je te parle, dont Dallas, puis Houston qui fait ça ou qui permet ça aussi, ce que tu vois, c'est que ce n'est pas des centres d'achat qui sont construits genre au milieu d'un petit quartier. Ce qui se passe, c'est que tu as des mini-commerces qui s'installent là. Puis les gros centres d'achat, ils ne veulent pas s'installer dans cet endroit-là parce que, Hey, de mais ce que tu un, dis là, plus je t'écoute parler, puis je pense à des exemples. Tu sais, je vais te donner le dentiste où est-ce qu'on va est à Saint-Gervais dans Bellechasse. Les municipalités de ce type-là, généralement, côté réglementation, il y en a, là, cassez-vous pas la tête, puis il y en a probablement bien trop, là. Mais c'est quand même un peu plus louche, justement, entre le commercial résidentiel, puis les affaires de stationnement. Tu sais, je ne suis pas sûr que ça existe. L'ancien dentiste qu'on avait, qui a vendu sa business à une nouvelle, était dans une maison, carrément. C'était vraiment une maison, voilà. mais c'était là qu'il n'y avait aucun espace de stationnement. Tout le monde se parquait dans la rue. Honnêtement, même si le village n'est pas gros, tout ça, je trouvais tout le temps ça quand même assez chiant, me parquer là. Tu sais, je ne trouvais pas ça agréable. La nouvelle dentiste qui est arrivée, elle a acheté un business, ben, elle restait là, genre même pas un an, puis elle a déménagé. Parce qu'elle a dit, écoute, les gens, je sais que les gens n'aiment pas ça se stationner ici. Elle a acheté une autre, mais quelque chose qui ressemble aussi à une maison un peu plus loin.
Puis là, il y avait beaucoup d'espace de stationnement. Il y a du stationnement tout le tour de l'unité. Puis honnêtement, je trouve ça beaucoup plus agréable que c'était. Ben, Puis tu vois, ça s'est fait tout seul, sans intervention du gouvernement. Là. Exactement, parce que le processus qui se passe pour le résidentiel versus commercial, c'est qu'il faut que tu fasses du bidding avec l'autre personne sur l'espace que tu veux avoir pour produire des services. La question, c'est que la personne qui veut vivre dans le quartier aussi, il faut que tu fasses un bidding contre elle. Mais celui qui finit par faire ça, finit par dire être celui à qui il attribue le plus de valeur possible à la chose, parce qu'il faut que tu achètes de la personne qui est là avant. Donc, au final, il n'y a pas. Ici, tu peux internaliser toutes les externalités. Il y a un processus qui est faisable. La raison que, par contre, je suis partisan d'une certaine division entre l'industriel puis le résidentiel, puis slash autre. C'est la version pollution de la patente. Là. Pollution qui vient avec. Donc, tu veux créer une sorte de ségrégation entre l'industriel parce que tu ne veux pas une usine qui est juste à côté. Puis même là, en fait, il y a des justifications à faire sur. Parce qu'au final, une des choses qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème à payer massivement moins cher parce que si tu as une usine juste à côté, en fait, exemple, ma blonde, ses parents étaient de Shawinigan et ils vivaient littéralement à côté de l'usine de l'Alca, de 1, et de 2, juste à 7 mètres de leur maison, il y a une voie ferrée. Fait que, puis ça arrive que le train passe. Il y a du bruit, il y a des senteurs, il y a de la fumée. Puis, ben, au final, je veux dire, si tu vois que. Puis c'est la maison de ses grands-parents. Donc, tu vois que même là, le prix de cette maison-là, c'est une super grosse maison, mais je suis sûr que s'ils la mettaient en vente, ils auraient un prix inférieur à ce qu'ils ont à Shawinigan en moyenne. Parce que. J'ai marié une fille de région. Je sais que c'est dur. Ça te rend plus humain. Non. Fallait que je la civilise. Hey, tabarnak. Ta blonde, c'est une. Ma blonde, tu peux pas dire des affaires de même. Non, mais j'ai dit, écoute, je l'appelle la belle-fille de Trois-Rivières. Mais ses parents venaient de Shawinigan. Anyways. Ta blonde, c'est une sainte de temps durée. Hey. Ma blonde, c'est une sainte à plusieurs égards. Fallait que je la civilise. Calme. Hey, écoute, je l'ai amené. C'est toi le colon des deux. Hey, non, mais écoute, elle faisait des mauvaises décisions avant moi en termes de géographie. Au début, elle a décidé de quitter Trois-Rivières pour Sherbrooke. Puis après ça, Sherbrooke pour Québec. Puis là, après ça, j'ai dit, là, ça suffit, on va aller à Saint-Lambert. Puis là, elle était là à Saint-Lambert. C'est vrai que c'est une belle ville, Saint-Lambert. Je suis d'accord. Une chance de réussir à te matcher, toi, t'aurais mal fini, vieux garçon. Écoute, mettons ça de côté. Je suis pas mal sûr que je suis pas capable. Je pense pas que. La pire chose, c'est de me laisser seul. Il faut que j'aille la supervision. I need adult supervision. Mais au final, trêve de plaisanterie. Il y a une justification pour certains trucs industriels, mais même là, je ne serais pas super strict sur ça. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à dire, ben, il y a un inconvénient ici, mais l'inconvénient vient avec un prix plus bas pour le logement. Puis cet inconvénient-là, pour moi, ne vaut pas autant que pour une autre personne. Donc, tu ne veux pas trop faire de cette ségrégation-là entre le autre et industriel, mais il y a quand même des choses de base, comme par exemple des feux qui pourraient être causés et qui pourraient se répandre très facilement. Donc, tu vas à toute fin pratique faire du zonage pour gérer tout ce qui est externalité, qui n'a pas de processus de marché facile pour internaliser. Puis c'est à peu près tout ce que tu as besoin. Puis non seulement ça, mais même là, des fois, je pense que ça peut passer par un code du bâtiment qui est suffisant. Tu n'as pas le droit de construire de cette manière-là. Tu dois être à certains. Tu peux faire certaines affaires comme. Si ton usine est. Tu as déjà vu à quoi ça ressemble, le code du bâtiment au Québec? J'ai pas dit le code du bâtiment actuel. J'ai dit un code du bâtiment. Genre que tu peux avoir. La question des villes, c'est de l'urbanisme, ce que c'est à l'origine. Omet toutes les cochonneries qui sont enseignées dans les écoles d'urbanisme aujourd'hui, qui sont à propos de créer des villes, puis que le rôle de l'urbaniste, c'est d'être l'espèce de conseiller qui aide à créer la ville idéale. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne font pas ça, mais au final, c'est ça qu'ils font. Au lieu de penser qu'une ville, c'est un ordre spontané, la seule justification économique qu'il y a pour l'urbanisme, c'est la gestion des externalités qui viennent de vivre en l'urbanisme, c'est le wet dream de la planification centrale. Ah oui, solide. Si tu veux des planificateurs centraux, là,
les urbanistes sont guéris pour ça. Oui, puis non, c'est ça, mais Salut Olivier Niquet. Ouais, mais ça me surprend pas que si c'est ça qui étudie, ça me surprend pas, étant donné. Tu savais pas qu'il était urbaniste? Non, mais ça fit avec le personnage, parce que il faut un manque d'imagination incroyable pour pas voir comment est-ce qu'une ville pourrait être et de s'imaginer qu'est-ce qu'elle doit être. Ça a l'air con, là, mais l'acte d'imaginer ce qu'une ville doit être, c'est l'acte le moins créatif qui existe sur Terre. S'imaginer qu'est-ce qu'une ville pourrait être sans planification, c'est l'exercice le plus incroyable de pensée qui existe parce que tu ne peux pas planifier les interactions sociales au quotidien. Il y a plein d'affaires qui ne rentrent pas dans des codes de données, qui ne sont pas facilement visibles. Comme par exemple la valeur des yeux sur la rue que je te parlais tantôt. On ne le voit pas. Mais aussi, des fois, les effets des interventions. Tu sais, par exemple, les minimum lot size pour les stationnements. Le coût, la chose la plus coûteuse dans les villes, c'est l'espace. Et écoute, après ça, le stationnement, c'est quelque chose qui doit être utilisé de manière quand même rationnelle, dans le sens que c'est beaucoup de pieds carrés pour absolument rien. Tu sais, le but, c'est de mettre un véhicule là. Fait que, tu sais, t'en as besoin. T'en as définitivement besoin. Mais s'il y a quelque chose qui doit être optimisé dans une ville, c'est ça. Définitivement, je pense que le marché peut mieux optimiser que oui. la réglementation. Puis non seulement ça, mais tu vois des villes où est-ce que ce qui se passe, c'est que les gens. En fait, même si tu regardes dans. Puis là, c'est plus difficile à quantifier parce qu'il faut que tu remontes dans des histoires sociales puis que tu n'as pas de manière de créer une base de données puis faire des tests. Mais par exemple, il y a des histoires que tu peux trouver dans des vieux articles de journaux à Montréal quand c'était beaucoup plus. En fait, tu avais un urbaniste qui appelait ça le Far West de Montréal. Oh! Il y avait vraiment une quote là-dedans que j'avais trouvée. J'ai l'article en quelque part. Griffintown? Non? Ah non, mais il parlait genre dans les années 50, 60. C'était le Wild West montréalais. Puis, mais il y avait. Le Wild West, les gens ne réalisent pas comment que c'était une belle époque. Dans le sens que. Pour vrai, on peut faire un podcast sur un livre qui s'appelle The Not So Wild Wild West. Si tu veux, là, qui est comme l'émergence de la gouvernance sur la frontière quand il n'y avait pas d'État. La réponse, c'est que le Wild West, it wasn't so wild. Fait que, tu sais, mettons ça de côté. Le gars qui parlait de ça, moi, je me souviens des histoires que ma mère contait. Fait que pour un petit peu de biographie ici, mon grand-père était un prof de chimie à Concordia qui avait servi en Europe et ils avaient une maison dans Hochelag. Et la chose qu'il faisait, c'était qu'il vendait son stationnement de sa maison, parce qu'il n'y avait pas de char. Il vendait son stationnement à. Ma mère me contait ça, il disait à quelqu'un, mais si tu veux parker ton char, parque-le chez moi, donne-moi je pense, genre un montant dérisoire, mais il vendait son espace de stationnement. Lui, ce qu'il disait, c'était qu'il ne valorisait pas cet espace de stationnement-là, mais il y a quelqu'un qui était prêt à le payer, et donc, ils ont réalloué le droit de propriété. Ben oui. Moi, quand je louais à Saint-Lambert, la maison que j'avais. Quand tu vas dans un événement sportif, il y a toujours un garage à quelque part qui est là, puis qui vient de parquer sur ma pelouse, c'est 10 piastres. Hein? Ouais, go. Mais tu vois, ils font des choses comme. Fait que, il s'est capable de créer ce marché-là. Puis, regarde, je vais te donner un autre exemple qui est en cas de gestion du zonage. À Saint-Tite, ce qui se passe à Saint-Tite pendant le festival Western. Ah, j'imagine. C'est hallucinant, là, les histoires que tu as à Saint-Tite. Oui, puis les gens sont capables, en fait, de voir des opportunités de profit. Un autre exemple, puis là, pour te montrer que ce marché-là peut exister. Aux Jeux olympiques de Vancouver, la quantité de gens qui ont quitté leur maison pendant les Olympiques pour la louer Airbnb. Tu me fais chier parce que c'est exactement l'exemple que j'allais donner. Pour vrai? Excuse. Pendant que j'étais à Londres, je louais une maison avec 2 chums de filles qui étaient des classmates avec moi. Puis on louait une maison très, très chère. Puis c'était les Olympiques de Londres s'en venaient. Ben oui. 2012, c'était dans ces années-là, toi? Oui, j'étais là-bas en 2012. Puis Nihat et Laure, Nihat était allemande, Laure était française. On s'est dit, rentrons dans nos pays pour l'été. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer la maison. T'as pas été à Londres pendant les Olympiques? Non, parce que. Puis on s'est dit à quel prix on le met à louer. Puis on a dit. Ça devait être débile. Je l'ai mis. J'ai dit, écoute, j'ai aucune idée. J'ai jamais fait ça. Puis c'était avant Airbnb, OK? Ben oui, c'est avant Airbnb. Fait que j'ai pas trouvé la manière d'avoir l'information facilement. On l'a mis en ligne à 3 fois notre loyer. Fait que tu as eu 3 mois de loyer gratis.
2 heures après, j'avais 5 bids. OK, fait que là, ça te disait que c'était pas assez cher. Ouais, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais comme, ben, j'avais, parce qu'il fallait que je renégocie avec la plateforme qu'on avait utilisée. J'ai donné aux premières arrivées. On a quand même eu 3 fois notre loyer qui était payé Puis pour, pour quoi, 2 pour, semaines de location? pour 2 semaines. Fait que moi, je suis rentré à Montréal, Laure est retourné à Paris, Nihat est retourné à Stuttgart, puis on était comme tabarnak. On a Votre payé loyer était 3 mois. payé pour l'été. Pour 3 mois, on était libre. En fait, on a été voir la compagnie de location, puis on leur a donné 3 mois d'une shot. Puis c'était super. Mais tu sais, au final, ça te montre que. Mais une des choses qui venait avec, c'était que, puis c'est le détail qui était là, c'était que le gars voulait louer une place de stationnement. Et nous, on n'avait pas de place de stationnement parce que dans une des règles du quartier qu'il y avait qu'on était, c'était que il fallait que tu fasses un processus d'encan pour acheter une place de stationnement. C'est-à-dire que le stationnement allait à celui qui était le plus, qui valorisait la chose le plus. Puis on dit qu'il n'y a pas de place de stationnement avec la résidence en soi dans notre quartier. Si tu veux une place de stationnement, il va falloir que tu ailles Tu dans un participes à parking l'encan. que tu trouves. Non, mais il ne participera pas dans le camp pour 2 semaines parce que tu Ouais, achètes c'est la clair. liste. Mais si tu es capable d'organiser des encans pour ça, puis ça veut dire que c'est facile de créer un marché. Ce n'est pas particulièrement difficile. C'est beaucoup Ce que- mieux un encan qu'une réglementation. Là. Oui, mais là, c'est la ville qui forçait le marché. Ouais. Il faut quand même le dire, la Mais ville déjà, collectait ça les serait quand revenus. même plus intelligent d'agir de même que de dire voici ce que tu dois faire, tu peux pas sortir de Exactement. ce cadre-là. Puis... Mais au final, tu peux juste aussi laisser les gens dire voici comment tu peux utiliser ta propriété. Moi, Ben c'est ouais. au final, dans mon quartier, C'est je ça que réalise ton qu'il y a grand-père faisait dans le temps. Là. Je veux dire, il n'y avait pas de réglementation, puis lui, il vendait son Exactement. stationnement. Exactement. Puis d'ailleurs, je fais ça ici aussi en Virginie. Parce que mon bureau est juste à côté de ma maison. Je suis vraiment pas loin. Mais mon bureau, c'est aussi une salle de classe. Il y a plusieurs étudiants qui doivent acheter la passe de saison pour aller se stationner en face de mon building. Je dis aux étudiants de doc puis de maîtrise, j'ai une passe de stationnement qui vient avec ma résidence. J'en ai droit à 2 par mois. Puis j'ai un garage pour mon char. Fait que je dis, j'ai 2 places de stationnement. Tu vends ça à tes étudiants? Je veux juste que vous me donniez. Non, mais je ne les vends pas. Je leur dis, faites juste me couvrir le coût que ça me coûte, moi, de l'avoir. Puis c'est 5$ par mois. Fait qu'au final, il y a un OK. étudiant, il y a 2 N'essaie pas de étudiants. profiter de tes étudiants. C'est correct. Non, mais tu sais, ça leur évite de payer le 250$ de l'université pour la saison. Calme dans ce temps-là. Fait que, tu sais, les étudiants sont bien contents. Fait qu'il y en a j'ai des étudiants, des fois, qui se parquent devant chez nous. Puis, hello! Fait que, tu sais, le marché peut exister très facilement. Puis le point, c'est que les villes, en réglementant la quantité d'espace de stationnement et comment le stationnement doit être utilisé, ce qu'ils font, c'est qu'ils restreignent la capacité de réallouer l'espace de la manière la plus optimale possible, en présumant qu'eux savent c'est quoi la manière d'utiliser l'espace de manière optimale. Je ne veux pas douter des capacités intellectuelles d'Olivier Niquet, mais je suis pas mal sûr qu'il n'est pas capable de savoir c'est quoi la quantité optimale de stationnement dans Mais un non, personne quartier n'est capable de X ou savoir. dans un sous-quartier à toute fin pratique. Tu ne peux pas le savoir. Ça prend une arrogance incroyable de croire que tu es capable de planifier une ville. La seule chose fait que pour revenir au point, puis après ça, on peut Puis retourner un pensez, peu sans-abri, même dans tu peux des... pas. Le seul but, c'est pas de planifier, c'est d'interdire les choses qui sont clairement dangereuses pour le reste de la communauté. Là, c'est des trucs genre fire hazard, pollution, déversement de produits industriels. ton schéma de couverture de risque, c'est quelque chose d'important aussi. Ouais, mais c'est très minime là, comme cadre. Il Ouais. n'y a pas une absence complète de réglementation dans ce que je dis, mais le cadre réglementaire dans ce que je décris, c'est à peu près 1/10 de ce qu'on a présentement. Ah, c'est clair. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que Montréal perde le goût de garder ça simple, la construction sur son île? Tu as vécu là, tu connais bien la ville. Tu dis que jusqu'en 2006, c'était très, très, très facile par rapport à ailleurs au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Ben, je te dirais que là, c'est hypothétique, mon explication, mais j'aimerais ça pour pouvoir trouver une manière de la tester. Mais c'est parce que comme le Québec taxe énormément, en général, la demande pour le Québec en moyenne est plus basse. Donc, quand tu n'as pas une grosse demande pour commencer, ben, il n'y a pas vraiment d'avantage complémentaire à restreindre l'offre à Montréal.
Parce qu'au final, tout ce que tu fais, c'est réduire tes rentes. Mais si la demande, tu sais qu'elle augmente year in, year out, parce qu'il y a plus de gens qui arrivent et qui veulent venir dans la province, point barre, ben, un des effets qui se produit de ça, c'est que là, le politicien se dit, ben, la demande va augmenter, anyways. Fait que je peux donner ces nananes-là aux électeurs qui sont en place maintenant pour gagner la prochaine élection. Donc, Fait qu'on pense à ce moment-là que vu qu'il y a une arrivée quand même assez constante d'immigrants depuis plusieurs années au Québec, comme que la construction est assez rigide, comme que les prix sont partis à la hausse, puis je te comme dirais que mon justement, il hypothèse... n'y a pas de problème de demande pour les loyers, tout ça, les politiciens se sentent assez lousses de fucker le chien. Ben, moi, je te dirais que comme l'Ontario a décidé de se tirer dans le pied avec des... Parce que l'Ontario, c'est une province qui décide systématiquement depuis 2003 d'adopter les... Chaque fois qu'il y a une option de politique publique, il regarde ça à la table et il dit « Which is the dumbest one? » Et c'est la chose qui sera choisie. The Quebec thing is good. Yes, we Yeah, will do it. let's do... This looks stupid. Let's do it. The French are doing it. Let's do that too. Non, pour vrai, l'Ontario, c'est l'histoire d'un long déclin depuis à peu près 20 ans. Là. Pour vrai, c'est pathétique à regarder. Mais l'effet, c'est que si l'autre se tire dans le pied, ben, tu attires un petit peu plus de gens à Montréal. Ça a un effet sur la demande relative à Montréal, mais aussi l'immigration, je pense. Puis c'est là que tu vas avoir des Alexis Cormier-Denis qui disent « Ah, Geloso a admis. » Non, mon point, c'est que probablement que un des effets de l'immigration, c'est que les politiciens municipaux se sont dit qu'ils avaient maintenant la licence d'ajouter ces restrictions-là parce que la demande augmente anyways. Ouais. Donc, ils se sont donné c'est clairement ça qui se passe. C'est pas l'immigrant qui cause le problème directement, c'est le politicien qui a décidé que voici une manière de donner des nananes aux gens. Puis, il y a une solution très simple à ça, c'est que, que le gouvernement provincial arrête d'éponger, de faire autant de transferts aux villes, parce qu'une des choses qui se passe, c'est que tu réduis. C'est pour ça que la perte d'imputabilité est incroyable au niveau municipal. Là. Arrêtez de transférer des fonds à différents paliers de gouvernement. Laissez-les taxer pour leur niaiserie. Laissez-les payer le coût de leur politique publique. Et si tu veux faire un service de base, mettons, tu dis il faut que tout le monde aille au moins un certain service de police, tu n'as pas besoin de dire quelque chose de débile. On a ce qui s'appelle la SQ. C'est-à-dire que si tu as une grande ville, tu n'as pas la SQ, puis dans les régions plus pauvres, c'est le provincial qui s'en occupe. OK? Point barre. Tu peux juste faire ça, puis tu as réglé ton problème de couverture égale de certains services de base. C'est quand même une justification. Tu sais, que certains services, c'est pas parce que tu vis en région que tu devrais avoir 0 policier. Non. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de justification. Puis même là, à un moment donné, si tu veux vivre en région, c'est pas aux gens des villes de payer ton trip. Ça, c'était l'affaire quand je me fascinais avec la SAQ. Ils n'auront pas de service en région. Oui, mais en région, tu n'as pas de pollution de l'air. Tu n'as pas de voisins qui te tapent ses nerfs. J'ai pas d'affaire à te payer une SAQ parce que toi, tu veux pas vivre avec d'autres mondes. Vincent, je viens des régions. Si demain matin, n'importe quelle petite crise de dépanneur peut vendre de l'alcool comme du vin et des spiritueux sans le monopole de la SAQ, là, des petites nouvelles pour vous autres. Ils vont en vendre. Ouais, mais là, il n'y aura pas assez de produits, Yann. Hey. Il n'y aura pas. Je pourrais pas trouver un Châteauneuf du Pape 1979 à Kakuna. Ça va être dur, là. Je pourrais pas avoir les choses des grandes villes. Puis je sais qu'il n'y a personne à part moi qui boit ça ici, mais je veux ça. Hey, arrête, là. Tu as décidé de vivre dans une place, là. À un moment donné, il y a des inconvénients et des avantages à chaque place. Le monde ne pense pas de même dans la région. Les gens ne pensent pas de même pantoute. Tu veux dire, non, mais tu as des Montréalais qui s'en vont vivre à Kakuna puis qui veulent garder Montréal. Ah, ça, c'est là que ça vient, la marde. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, t'as raison. S'il y a quelque chose, quand tu viens des régions qui est crissement drôle, c'est d'écouter les Montréalais qui arrivent dans la place, puis que là, ils disent « Ouais, il n'y a pas beaucoup de services. » Voyons, tabarnak, qu'est-ce que tu penses? Si t'es venu ici, c'est parce que t'aimes marcher dans le bois, sacrément. Voyons donc, lâche-moi les services. Il n'y en a pas de cinéma. On n'en veut pas. Pas besoin. Un Rivière-du-Loup. Vas-y. Hey, j'ai passé ma vie à Cabano, qui est à 40 minutes de Rivière-du-Loup. Techniquement, c'est moins loin, Rivière-du-Loup-Cabano, que Lévis-Québec avec du trafic. Ben, Christy, j'ai jamais été au cinéma de Rivière-du-Loup avant l'année passée. Y a-tu pensé? J'ai vécu toute ma vie dans le bas du fleuve. À 45 minutes d'un cinéma, j'ai jamais été au cinéma. J'ai été une fois de ma vie à Rivière-du-Loup. I don't see the need to do it again. Une belle petite ville entrepreneuriale, t'aimerais ça?
C'est la Beauce du bas du fleuve. Moi, Rivière-du-Loup, j'adore le thinking de la population là-bas. Là. C'est vraiment la petite Beauce du bas du fleuve. Mais tu vois, moi, je suis pas. Si je veux vivre dans. Ok, là, puis, je sais qu'on passe à la partie Patreon dans pas long. Ouais, Si je on est pour rendu. vivre en fait, je vais juste dire un dernier truc. Avant de parler de Rivière-du-Loup, on le fera. On gardera le bout de Rivière-du-Loup pour les Patreons. Le dernier truc que je veux dire sur les trucs des sans-abri, parce que là, on a pas mal souligné toute l'histoire de comment les réglementations sur le logement, c'est vraiment une des choses qui augmente le coût. Et donc, comme c'est la disponibilité de logement qui affecte la crise des sans-abri, ben, le lien est complet. Là. Je veux dire, Personne lit ça tant que ça à la crise du logement. non, mais le lien est là. On traite ça comme deux crises séparées au Québec. Non, ils sont complètement liés. Puis non seulement ça, mais il y a plein de choses qu'on fait qui sont crissement stupides, qui empirent la situation. Un des articles que j'ai envoyé à Frank pour aujourd'hui, c'est une étude qui vient de sortir qui regarde les effets des grosses augmentations de salaire minimum dans les villes. Et ce qu'on voit, c'est que les augmentations de salaire minimum empirent la situation pour les sans-abri. Puis la raison, puis l'article est assez clair là-dessus. Les grosses augmentations. Les petites augmentations n'ont pas l'air d'avoir énormément d'effets, mais il faut quand même se souvenir que les gens qui sont proches de la ligne de pauvreté ont généralement, ils ont moins de skills, mais aussi, c'est pas nécessairement qu'ils ont moins de skills parce que, puis là, ça revient aux autres explications qui sont présentées, c'est aussi souvent, c'est qu'ils ont des incapacités sociales qui viennent de certaines des difficultés de maladie mentale dont on vient de mentionner. Si tu réduis, parce que les premiers qui perdent leur job généralement, puis c'est un des trucs que l'article souligne, un des premiers qui perdent leur job, c'est des gens qui sont faible développement cognitif, mais aussi qui ont des problèmes de maladie mentale. Puis là, ce que tu viens de faire, c'est qu'en plus d'augmenter le coût du logement sur un autre set de politiques publiques, tu viens de réduire leurs revenus parce que c'est les premiers qui perdent leur job. Fait que ce qu'on voit, c'est que tu as une augmentation l'article montre ça, c'est que tu as une augmentation des sans-abri après des grosses augmentations du salaire minimum dans les différentes villes américaines, parce que les Américains, ils ont des salaires minimums par ville, des fois. Ça doit être le fun, ça. Ben, c'est le fun pour les chercheurs. C'est le fun pour moi comme chercheur parce que j'ai beaucoup de variance. C'était Seattle, je pense. Oui. La première fois qu'on a vu le 15$ de l'heure comme étant hey, là, ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. Puis là, on parle de quoi, 8-9 ans. Oui, mais eux autres, ils ont 204 salaires. Ils ont trouvé 204 villes qui ont des salaires minimums entre 2006 et 2019. Fait que tu sais, tu as des villes, tu as beaucoup plus de villes qui se font des salaires minimums par ville. En dehors de ces villes-là, est-ce qu'il y en a un salaire minimum aux États-Unis globalement ou par État? En fait, tu as plusieurs types de salaires minimums. Nous, au Québec et au Canada, ce qu'on a, c'est que tu as des salaires minimums par industrie parce que c'est qui a quel code du travail. Donc, tu as un salaire minimum fédéral qui s'applique aux industries réglementées fédérales. Et tu as des salaires minimums par province sur ce que les provinces réglementent, eux. Aux États-Unis, ce que tu as, c'est que tu as des différents paliers de salaire minimum. Donc, si une ville a un salaire minimum très bas, mais que l'État vote un salaire minimum, c'est l'État qui a prépondérance sur la ville. Okay. Si le fédéral a le plus haut salaire minimum, c'est le salaire fédéral qui est prépondérant. Donc, c'est ta question, c'est lequel est binding, mais tu as comme une sorte de ranking de qui peut le faire. Fait que si la ville a le plus haut salaire minimum pour la ville seulement, bien, la ville va avoir le gagnant. Si la ville a un plus bas salaire minimum que le fédéral et l'État, la question, ça va être lequel des deux autres va imposer son salaire minimum. Fait que tu as énormément de variance qui se produit à l'intérieur des États-Unis sur qui fait quoi, parce que c'est le palier de gouvernement supérieur qui a le plus haut salaire minimum qui gagne la décision de le faire. Puis quand tu regardes, quand tu utilises ça pour tester, tu as comme au Canada, fondamentalement, ce que tu as, c'est 10 variations pour 10 ensembles d'industries, plus un 11e pour le fédéral au complet. Mais tu sais, la plupart des industries fédérales, le salaire minimum, il est juste impertinent. Je veux dire, télécom, il n'y a personne qui est au salaire minimum en télécom. Je veux pas être non, il réglemente principalement des multinationales. Écoute, merci pour la partie live et gratuite de tout ça. On continue évidemment de notre côté sur Patreon, comme d'habitude. C'est toujours autour de 45 minutes à 1 heure supplémentaire que vous avez le droit. Un petit peu plus lousse de ce côté-là, évidemment. On se laisse un peu plus aller. Vincent, écoute, la conclusion que j'ai de ton podcast aujourd'hui, c'est la suivante.
On parle de la crise des sans-abri. Malheureusement, on ne fait pas le lien avec les problèmes de logement qui sont directement liés. Et malheureusement, des gens comme nous, quand on nous dit « C'est quoi vos solutions pour les sans-abri? » On leur dit ben, déréglementer l'industrie de la construction, déréglementer le zonage, déréglementer toutes sortes de règles par rapport au loyer, tout ça. Dans la tête de bien des gens, ce n'est pas des solutions. Une solution, c'est on va construire des logements sociaux, on va envoyer de l'argent à quelque part. Tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps. Les solutions de la Statrix au Québec, c'est qu'il faut donner du cash à quelqu'un. Il faut qu'on fasse quelque chose de genre. Je vais juste te forcer à corriger ça. Il faut qu'on taxe quelqu'un pour redonner à quelqu'un d'autre. Exactement. Tandis que que la déréglementation peut aider les sans-abri. Mais nous autres, on est tout le temps vus comme des gens méchants. Tu sais, c'était pas anodin la petite joke que j'ai faite par rapport à l'euthanasie. Tout le monde sait que c'était pas ça que je pensais. En tout cas, j'espère que je n'étais pas obligé de l'expliquer. Mais les gens pensent pour vrai que les gens de droite, c'est ça leur solution. Oh, ouais, je suis sûr que si tu demandais à Olivier Niquet, c'est quoi avant qu'il écoute le podcast, parce que pour moi, Olivier Niquet, c'est le. C'est pas ta tête, l'écoutera pas. Non, je sais, mais mettons, quand je décris Olivier Niquet dans ma tête, c'est le réchauffé, le Michelinas intellectuel médian. OK. On est définitivement rendu sur Patreon. Oh, mais j'ai pas de problème, même si tu le savais. Je veux mon mépris pour quelqu'un qui n'a aucune idée originale, qui n'a pas lu de chez quelqu'un d'autre et qui fait juste réchauffer puis qui la répète sans l'avoir compris. C'est Olivier Niquet. C'est le meilleur exemple de ce type de Michelinas intellectuel. Puis en fait, ça décrit bien la chose. Chaud à l'extérieur, mais toujours froid au milieu, congelé comme un hot pocket que tu n'as pas réussi à faire cuire au complet. Mais c'est ça qui me fait chier, pareil, c'est que. Mais tu lui demandes c'est quoi de prédire, c'est quoi que tu allais dire dans le podcast, c'est effectivement ça qu'il aurait prédit. Je ne sais pas qu'il aurait dit euthanasie, mais il aurait dit quelque chose du genre que tu crois que c'est pas que le darwinisme, il aurait dit quelque chose comme darwinisme social, que c'est correct d'éliminer. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui pensent que c'est ça que l'opinion médiane à droite, en oubliant la chose la plus drôle de l'histoire des idées, c'est que l'eugénisme était un truc crissement de gauche. Tu regardes l'histoire des idées eugénicistes, les plus grands opposants à l'eugénisme, tu vas les trouver chez des conservateurs sociaux, de un, et tu vas les trouver chez les libéraux et les conservateurs. Les plus grands défenseurs de l'eugénisme sont, aux États-Unis, des progressives. En fait, le plus grand eugéniste canadien était celui qui a développé les lois de stérilisation les plus développées de toutes les provinces canadiennes, Tommy Douglas, NDP Premier of Saskatchewan. Ah oui? Oh, il ne s'est jamais caché là-dessus. Il s'est plus tard, en fait, là, quand les bibliographes essaient de parler de Tommy Douglas, ils vont essayer d'excuser, de justifier, blablabla. Tommy Douglas a dit des choses absolument eugénicistes et l'eugénicisme a toujours été, pas exclusivement, mais prédominément, une idée associée à la gauche. La gauche se cache de ça. La droite a aussi, je ne veux pas dire que la droite n'a pas ses affaires. La droite, tu as les nationalistes de caribou extrêmes qui n'aiment pas les Juifs. Ça, c'est parce que tu penses droite-gauche au lieu que tu penses illibéralisme versus libéralisme. Mais si tu divises droite-gauche comme l'esprit simplet d'Olivier Niquet est uniquement capable de faire, la droite a ses squelettes dans le placard, mais la gauche, son gros squelette qu'elle refuse d'admettre, c'est cette relation très forte avec l'eugénisme. Qui a fait partie de son histoire entre 1890 et 1950.